Dans un précédent épisode, nous avons abordé tous les deux la spirale infernale de Cartman. Oui. D'où son vrai nom, le triangle de Cartman. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder l'antidote. Et l'antidote, c'est... Triangle de l'empowerment. Alors, beaucoup ont cherché à traduire empowerment. Il y a le mot power, donc est-ce que c'est donner de la force, donner de la puissance? En tout cas, c'est un de ces mots anglais qui est pas facile de traduire en français. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder juste 2 secondes l'histoire. C'est qu'en fait, Cartman, dans les années 60, fin 60, pose sa théorie, pose son modèle des relations toxiques et nous laisse avec voilà monsieur dame, ça faut pas le faire, mais ne nous donne pas vraiment de solution. Donc en fait, tu es en train de nous dire que depuis 1960 jusqu'à quasiment Les années 2010, c'est 2010, on a un modèle que tout le monde a entendu parler, que tout le monde nomme pour se faire briller, mais on n'a pas vraiment de solution. Enfin si, on a une tentative de solution qui nous dit faut pas rentrer dedans. C'est juste ça. Juste ça. Mais si tu rentres dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, t'es aspiré comme le triangle des Bermudes, mais c'est tout. Donc là, 2010, on a un truc qui sort. 2010-2012, on a ce couple David et Donna Emerald, quel joli nom, qui aux États-Unis formalise un triangle vertueux qu'ils appellent le triangle de l'empowerment. Et qui décide quelque part de créer 3 rôles miroirs sur les 3 rôles toxiques. Donc du coup, on a le triangle de Cartman d'un côté, persécuteur, sauveur, victime. Et là, on a un truc en miroir qui va basculer. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à la fois sur la géométrie et puis surtout sur la proximité des rôles. Parce qu'en fait, les inventeurs du triangle de l'empowerment disent bien rien n'est simple. C'est pas simplement fais le bien plutôt que le mal. Non, c'est pas aussi hégémonique. Il vaut mieux en fait se rendre compte que tous les rôles sont très liés les uns aux autres. Simplement, il y a des nuances, plus que des nuances, qui font qu'on va être du bon côté du trait ou du mauvais. Ok. Par exemple, on avait commencé par le persécuteur, qui est plutôt l'agressif, l'écrasant, celui qui a un excès d'autorité, d'autoritarisme. Et un surcontrôle. On va trouver du côté du triangle de l'empowerment un rôle miroir qui s'appelle le challenger. Donc, si j'ai bien compris, ton persécuteur se transforme, lui, en challenger. Exactement. Et donc, lui, la notion du challenger, c'est que il crée des challenges, il tire vers le haut, en fait. Exactement. Autant le persécuteur écrase vers le bas, autant le challenger tire l'équipe vers le haut. Allez les gars, suivez-moi, on va aller vers telle cible, tel objectif. Okay. Est-ce qu'on est sûr d'y arriver? Est-ce qu'on va pas se planter quand même? On n'en sait rien, on verra bien. Mais le challenger a ce pouvoir de mobilisation, d'aiguillonner, mais surtout d'emmener avec lui. Donc lui, il tire, il tracte, il tente, il a beaucoup d'énergie. C'est un motivateur, en fait? Oui. Il incarne cette posture-là? Oui, parce que les meilleurs challengers sont ceux qui courent avec l'équipe et pas simplement « Allez-y les gars, partez devant, je vous rejoindrai peut-être ». Voilà, non, lui, il est au combat. Il est dedans, voilà, il exactement. Est dedans. Voilà. Un Elon Musk qui vit littéralement dans ses usines, qui dort dans ses usines, alors là, lui, c'est typiquement ça. Quand il nous dit « on sera sur Mars d'ici 5 ans », beaucoup de gens peuvent rigoler. Elon Musk répond « oui, si c'est 6 ans, c'est pas grave. Hein. Ça sera toujours 3 fois plus rapide que n'importe quelle administration d'État qui aurait tenté la même aventure spatiale. » Donc le challenger, lui, il a pas peur de fixer des challenges, quitte à ce que des fois ça rate. Oui. La force du challenger, c'est certainement pas, contrairement au persécuteur qui va réprimander l'échec, lui, c'est pas qu'il encourage l'échec, il le tolère, il l'autorise. Ok, donc en fait, là c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que l'échec est intégré. Il fait partie de l'équation. Je sais qu'on va y arriver avec des modèles, avec des équations à la fin, mais il fait partie de l'équation. L'échec fait partie de l'équation pour pouvoir atteindre, tracter, tirer vers le haut
et favoriser l'apprentissage, en fait. Exactement. Si on fait le lien avec le sujet commercial, l'une des professions dans lesquelles le taux d'échec est intrinsèque et très élevé, Oui. Comme je dis souvent, quand on réussit à vendre 1 fois sur 3, on est dans les très bons. Heureusement que les chirurgiens n'ont pas les mêmes taux de transformation. Ce serait embêtant de perdre 2 patients sur 3, bien sûr. Mais on imagine facilement le manager challenger qui va dire à son commercial, mais alors qu'est-ce que t'as foutu, tu t'es encore planté ce trimestre, et vas-y, on lui met la tête sous l'eau. Quand le manager challenger va dire, ok, qu'est-ce que tu vises pour l'année prochaine? Très bien. Et si en plus on rajoutait ci et ça, allez, allons-y pour réussir ce défi. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait la frontière challenger-persécuteur est parfois très fine. Oui. Parce que si on challenge trop fort, trop souvent, ouais, on va finir par le contrôle. Et on va surtout être dans un effet d'écrasement peut-être non voulu, mais qui va nous ramener vers la case du persécuteur, où finalement les managers vont finir par dire « Non mais arrête, on n'en peut plus, on est épuisé ». Le challenger excessif redevient persécuteur. Ok. Deuxième posture clé, on avait parlé du sauveur. Oui. Qui, lui, a tendance à priver les autres d'expérience, laisse, je vais le faire moi-même, qui peut être donneur de leçons, de toute façon, je vous avais bien dit que ça allait pas marcher, etc. On s'aperçoit que l'une des grandes postures orales du sauveur, c'est le fait d'affirmer. Il sait, du moins il croit qu'il sait, et il le fait savoir. Ah bah ça, je le savais. Ah bah ça, je vous l'avais bien dit. Laisse, je sais faire, toi tu sais pas. Le sauveur affirme énormément. Ok. Il déclame, il annonce, il pose, il crée des postulats. Ce qui est très intéressant parce que du coup, on a la croyance ou la vision du sauveur qui fait à la place d'eux, mais non. Il y a l'ambiguïté de cette affaire-là, c'est qu'il va, comme tu dis, il va proclamer, Voilà. Il va manifester une posture qui prive l'autre de faire l'expérience et qui bloque. Avec d'ailleurs un effet collatéral immédiat, le sauveur a une certaine suffisance. Oui. Peut-être qu'il sait effectivement, Consciente ou inconsciente. Consciente ou inconsciente, mais du coup, qu'est-ce qu'il est gonflant le sauveur autour de lui. Vas-y, monsieur, je sais tout. Typique. Le rôle miroir, le rôle antidote, on l'appelle le coach. Et quel est l'outil numéro 1 du coach? C'est les questions. Eh ben voilà. Au lieu d'affirmer, le coach questionne. Bien sûr, avec des questions qui sont parfois très orientées. Et tu ne crois pas que faire cela serait intéressant? C'est presque une affirmation. Néanmoins, en le tournant comme cela, c'est bien sûr une question orientée, mais ça amène la personne, le manager, à écouter cela, à dire « Ah ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais ajouter de plus d'ailleurs? Ah bah tiens, je pourrais même ajouter ça. Ah, ça c'est intéressant. Tiens, tentons cela. » Moi, je me rappelle que lorsque mes enfants sont arrivés au lycée, notamment dans des cours de maths où ils pouvaient commencer à avoir certaines difficultés, je me rappelle avoir eu ma fille qui me sollicitait pour l'aider sur des exercices. J'aurais très bien pu faire ça en mode sauveur. Laisse, je vais te le faire, clac, clac, et c'est fait en 2 secondes. Elle n'aurait rien appris. Oui. En mode coach, ok, sur ce problème-là, tu penses qu'il faut utiliser quelle méthode? Elle propose une première chose qui n'est peut-être pas la bonne réponse. Très bien, allons-y. Ah, t'as vu, ça marche pas. Du coup, tu peux essayer quoi d'autre? Ah, tiens, ça c'est intéressant. T'as pensé à ce truc-là? Ah, tiens, eh ben vas-y. Oh, t'as vu comment ça marche là maintenant? Et voilà, finalement, le coach, de façon, soit avec des questions réellement ouvertes, des questions de découverte, ou des questions plus orientées qui vont mettre doucement la personne sur la bonne voie, le coach va avoir justement cette capacité de créer l'empowerment, de là aussi tirer les gens vers le haut. Okay. Le challenger par le défi, par l'atteinte, par le relever le challenge et quelque part une notion un peu compétitive. Le coach par le fait d'aller chercher les ressources en interne. Ok, et là c'est très intéressant parce que cette capacité en fait de poser des questions, moi ce que je vois dans le monde de l'entreprise, c'est que ça emmène une grande difficulté en fait. Je vois plein de dirigeants qui ont du mal à déléguer, qui ont du mal à responsabiliser. Mais tu viens d'allumer un truc, là j'ai le 3e étage de mon cerveau qui vient de s'allumer. La nécessité de savoir poser des questions,
qui orientent, qui structurent, qui permettent à la personne de mettre un pied dans l'expérience. Voilà. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais on est déjà en mouvement. Complètement. Et sur le plan commercial, si je fais rapidement le parallèle, eh bien, les mauvais commerciaux argumentent, affirment, vont saouler leurs clients par de l'argumentaire en excès. Les bons commerciaux questionnent, investiguent, découvrent les éléments d'enjeu et de valeur du client. Pour le résumer d'une phrase qui n'est pas de moi, mais j'aurais bien aimé l'inventer, les mauvais commerciaux ont réponse à tout, les bons commerciaux ont question à tout. Bon commercial ou bon manager. Là, tu viens de faire un pas de côté sur le commerce, mais on peut faire aussi un pas de côté sur la gestion de conflits en entreprise, parce que le conflit fait partie de la vie en entreprise et on se rend compte qu'on a tendance à l'éviter parce qu'on ne sait pas questionner, on ne sait pas orienter vers une autre direction et en fait, d'embraser le rôle de coach, de ne plus être le sauveur de son entreprise, mais d'être le coach de son entreprise, de laisser les gens faire l'expérience, de laisser les gens s'approprier l'apprentissage pour qu'ils puissent tirer vers le haut l'entreprise, parce qu'une fois que l'apprentissage est fait, il est acquis. Exact. Et il peut être transmis. Et on vient de faire un step de plus. Et là, c'est au cube. C'est même plus au carré. Mais alors, du coup, moi, ce que je suis impatient de découvrir, c'est que là, il nous reste un truc, il nous reste la victime, là. La victime, on a vu qu'elle elle pouvait orienter, qu'elle sclérosait aussi la relation. Elle devient quoi? Parce qu'on a vu qu'on a le challenger, on a le coach, et elle devient quoi, cette victime? Alors la victime qui est effectivement dans le modèle de Cartman un peu au centre de tout, même si on parle de triangle, mais enfin je veux dire la victime est persécutée par le persécuteur, elle est sauvée par le sauveur. Il y a bien ce côté un peu focus sur la victime. L'idée de la victime, c'est ces personnes qui vont facilement avoir aux lèvres des phrases du genre « Ah bah oui, mais ça, je sais bien que j'y arrive pas. Je savais que j'y arriverais pas. » Et tout ce côté défaitiste, exactement. Si vous avez la ref dans les bronzés fonds du ski, la neige, elle est trop molle pour moi, mes skis, ils tournent pas. Voilà, c'est pas moi qui n'ai pas le niveau, c'est à cause de mes skis, c'est à cause de la neige, c'est à cause de... Voilà, il y a tous les phénomènes extérieurs qui font que je ne me remets pas en cause, mais j'ai toutes les raisons de la Terre de ne pas y arriver. Les victimes n'osent pas. Le modèle antidote de la victime, on l'appelle le créateur ou la créatrice. Pas le créateur au sens divin, quoique il y a peut-être un petit côté lumière qui descend de nulle part. Oui. L'idée du créateur, c'est que il ose, il se lance. Et si je faisais ça? Et si je tentais telle chose? On voit bien que d'ailleurs le créateur peut être lui aussi au carrefour du coach ou du challenger. Le challenger, les gars, atteignons tel niveau. Okay. Et si on y allait, tiens, pour 2 mois, allons-y pour voir. Le coach, et si tu tentais telle chose? Voilà. Le créateur va se donner l'autorisation d'échouer, pour se donner implicitement aussi l'autorisation de réussir. Oui, parce que là, on est dans un changement complet de mindset. C'est pour ça que j'aime beaucoup le modèle qui est en miroir, c'est-à-dire que on tente, on crée. Tiens, vous avez fait ça jusque-là, bah moi je vais tenter ça. Et on se donne l'autorisation d'échouer, on se donne l'autorisation d'expérimenter, de tenter quelque chose. Et les créateurs, on en a plein dans l'entreprise. On les laisse pas créer. Mais au fond, finalement, les conservatismes qui sont dans la nature humaine sont d'incroyables freins pour cela. Bien sûr que l'entreprise cherche la performance et ne peut pas se payer un taux d'échec inconsidéré qui dériverait complètement. Mais à trop vouloir tout contrôler et essayer de tout le temps tout bien faire, finalement, les managers se condamnent eux-mêmes à générer des victimes et se condamnent à ne pas avoir l'émergence d'idées nouvelles, parce qu'ils oublient parfois que la Terre tourne, que le monde change, leurs clients changent, fournisseurs et autres, et que finalement, le « on a toujours fait comme ça » est certainement l'une des pires postures managériales qu'on puisse imaginer. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça va très vite, et qu'on vit, et moi je trouve que notre société, elle est belle, en fait, elle est pas si folle que ça, elle va à la vitesse des outils et des moyens qu'elle a aujourd'hui. Donc on a toujours fait comme ça, ça bride complètement, alors que moi je vois des réussites dans les entreprises que j'accompagne, des choses
Eh ben tiens, je me suis trompé, j'ai fait ça, ça m'a donné cette idée-là, et tac, on a tenté, et là, il y a quelqu'un qui arrive qui dit: «Go, on y va». Et là, on voit en fait que le persécuteur a changé. Il est passé en challenger. Mmh. Et puis il y a une tierce personne qui arrive et qui discute et qui dit: «Vous avez déjà pensé à faire un truc comme ça ou par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est quoi les bénéfices à faire ce truc-là?» Et là, en fait, on a quelqu'un qui va fédérer par un questionnement, qui va tirer vers le haut, qui va permettre au challenger d'avoir sa place et au créateur de créer. Et en fait, c'est ce qu'on demande, en fait. Là, ce qu'on regarde d'un point de vue purement systémique, on est dans un feedback, cette fois-ci, qui est positif, c'est-à-dire qui amplifie complètement la boucle, et tout le monde a sa place, mais tout le monde a sa place en étant tracté vers le haut. J'ai une anecdote commerciale d'ailleurs sur la création, sur l'inventivité, la créativité. Un jour, j'étais donc en train de conclure une très très grosse affaire. À elle seule, elle valait mon objectif de toute l'année. D'accord. Donc autant dire que mon manager regardait la signature de cette affaire avec beaucoup d'attention. Moi, je connaissais très bien mon client, qui n'était pas un businessman forcément très aguerri, et je me disais, si je tente une négociation, moi, avec les outils de négo que je peux maîtriser, je sais que lui va se sentir dans une position de faiblesse, et je risque vraiment de le braquer et de le fermer, et la négociation va mal se passer. Il faut que je trouve une astuce, une façon de dérouler la négociation beaucoup plus soft et beaucoup plus adaptée à sa personnalité. Et comme j'avais perçu qu'il était quelqu'un de très visuel, on avait eu plein de conversations, à chaque fois il me faisait des petits dessins, etc. J'ai eu l'idée d'inventer ce que j'ai appelé la négociation au mètre carré. C'est-à-dire que toute mon offre, j'ai fini par l'imprimer sur 16 feuilles A4, de façon à poser ces 4 x 4, 16 pages sur le bureau, ce qui va donc faire 1 mètre carré, le format A0, d'où le nom de la méthode. Et ainsi faire que à chaque fois que le client vient négocier quelque chose, je vais gribouiller les feuilles les unes après les autres, le plus vite possible, tant qu'à faire, pour que visuellement, il voit que toutes les feuilles ont été occupées et que la négo s'arrête une fois que tout est gribouillé. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que ça s'est exactement passé comme cela. À un moment donné, il fait, bon, je crois qu'on a tout fait. Qu'est-ce qu'on fait sur cette page-là? La dernière que j'avais laissée vierge. Bon, là, on fait ça, tac, tac, et je change les choses. Et c'est de lui-même qui fait, je crois qu'on a fait le tour. Moi, je n'avais sacrifié que 2 ou 3% à peine de négociation. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant de partir à ce rendez-vous, mon manager vient me voir. Bon, alors Norbert, aujourd'hui, c'est le jour de la grande négo. Comment tu vois les choses? Et je dis, écoute, Philippe, j'envisage de mettre en place une méthode de négociation un peu nouvelle. Nouvelle? T'es sûr? Tu préférerais pas faire une négo, disons, que tu maîtrises déjà, que tu as déjà testé par ailleurs? Je comprends tout à fait son inquiétude. Attention, je la critique pas. Mais là, dans sa tête, il est dans un réflexe de conservatisme qui, en l'occurrence, moi, connaissant parfaitement le client, aurait été pénalisant. Et je lui dis, non, je sais ce que je fais. Si t'es sûr de toi. Et moi, j'ai apprécié qu'il me dise, ok, vas-y, avec toute ma force, tous mes vœux, je compte sur toi, je sais que t'es pro, etc. Des encouragements. Il me fixe le challenge d'y arriver. Ok, et là on se rend compte que il a changé de posture, lui. Il est rentré dans une posture au départ, tu lui as parlé, t'as dit 2-3 choses, il a changé de posture, il est devenu challenger. Voilà. Et toi, t'étais pleinement dans le rôle de créatif. Exactement. Alors évidemment que, je dis le rendez-vous c'est entre 14 et 15 heures, très bien. À 14h20, je pense qu'il faisait les 100 pas devant l'immeuble, il m'attendait en bas, je gare la voiture et il me voit arriver, il ne dit qu'un seul mot. Alors, donc je l'ai rassuré, je dis c'est bon, c'est signé. Et on sentait bien le relâchement. Voilà. Mais du coup, cette négociation au mètre carré, voilà une méthode que j'utilise et que j'enseigne dans les formations que je donne et qui est, je trouve, extrêmement intéressante parce que très soft power. Oui. Très douce, mais en même temps tellement enfermante. La personne a vu, elles ne sortent pas du cadre. Et une fois qu'on a tout gribouillé, on a fini. Et puis voilà, on s'arrête comme ça. C'est très, très intéressant à utiliser. Je pense que ça fera l'objet d'un épisode, cette négociation au mètre carré, parce que je suis curieux de découvrir ça. Donc là, en fait, on a vu comment transformer la spirale infernale de Cartman
en quelque chose de complètement vertueux qui tire les gens vers le haut. J'espère réellement que ça a ouvert une porte dans votre cerveau, dans votre mindset, dans votre façon de percevoir les choses, parce qu'il y a bien quelque chose qu'il faut être conscient, c'est qu'en ajoutant des choses à votre carte du monde, vous allez découvrir un territoire beaucoup plus grand. En voulant percevoir, eh bien, j'apprends et j'agis différemment. Et donc, du coup, vous avez vu qu'en fait, on peut transformer par effet miroir ce triangle de Karpman vers 3 postures qui sont orientées solutions, qui sont vertueuses et qui tractent littéralement votre structure. Et je vous invite vraiment à vous poser, à réécouter cet épisode, parce que cet épisode, c'est une mine d'or pour moi. Pourquoi ? Parce que ça donne une solution concrète. Et je vous invite à prendre une feuille et repenser à une situation. Repensez à une situation de conflit et regardez dans quelle posture vous étiez, dans quelle posture les gens sont. Et de vous autoriser à retourner la feuille et à mettre les 3 autres postures et d'imaginer un scénario pour sortir de cette situation à travers le fameux triangle de l'empowerment. Voilà. Alors, il parle beaucoup mieux anglais que moi, donc c'est pour ça que je le laisse pas. Mais d'imaginer un scénario avec ces 3 postures-là et comment l'impact ça va avoir. N'hésitez pas à revenir sur cet épisode, posez-nous toutes les questions, travaillez le questionnement, parce que le rôle de coach en entreprise, eh bien, il est hyper fondamental et salvateur. Je connais Norbert, je sais les questions qu'il pose, je sais son appétence à poser des questions, et même des fois, il m'envoie encore des messages en me disant « Tiens, fais-moi un petit brouillon de ça et machin », parce qu'on adore se challenger ensemble. C'est un plaisir pour nous de faire ces podcasts. J'espère que ça vous a plu. Soutenez-nous en mettant 5 étoiles sur la plateforme que vous écoutez. Laissez-nous des commentaires sur YouTube et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.